Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République a signé le 1er septembre dernier le décret convoquant le collège électoral pour l'élection des conseillers exécutifs régionaux prévue le 30 novembre prochain. Ce décret vient confirmer l'idée que nous avons déjà de l'année 2025, une année essentiellement électorale avec deux scrutins d'envergure, la présidentielle et les régionales. Nous en parlons en interrogeant le bilan des premiers conseils régionaux au vu des compétences définies par la loi du 24 décembre 2019. À scène de presse, nous évoquons ces sujets avec le concours des invités autour de la table. Ce soir, nous avons Vireille, Renaud et Boto. Bonsoir. Bonsoir Séverin, merci de me faire l'amitié de m'inviter. Merci, vous êtes journaliste, écrivain, analyste politique, chercheur en sciences de la communication sociale. Mais je revendique davantage ma posture d'écrivain parce que je viens de commettre sur le marché camerounais un nouvel ouvrage qui parle de la crise anglophone. Vous savez, comme nous sommes déjà sur le pic descendant, donc on se dirige vers une certaine accalmie. En travaillant en communication sociale et médiatique sur la médiatisation de la question anglophone dans les journaux camerounais pendant le cinquantenaire de la réunification du Cameroun, j'ai lu tout ce qu'il y a comme ouvrage autour de cette crise et je me suis rendu compte que malheureusement on n'avait pas de roman qui parlait de la crise anglophone. Alors, j'ai donc écrit ce beau livre, Un pays de langue, 1000 blessures, qui parle d'un jeune garçon qui, voilà, se radicalise, devient séparatiste, et par la suite, il a une fin tragique. Donc, c'est un roman qui invite donc les deux Cameroun à se regarder plutôt comme des frères et non à rester sous le diktat du français et de l'anglais, qui malheureusement sont des langues qui sont héritées de la colonisation. On va lire cet ouvrage. Merci beaucoup, Renaud. À côté de vous, Olivier Mbélé, bonsoir. Bonsoir, cher homonyme. C'est vraiment les Mbélé. Merci de l'amitié et de l'honneur que vous me faites de toujours me convier sur ce plateau de scène de presse, une émission culte très regardée à travers le monde. Journaliste et directeur de publication, son journal, c'est Le Courrier. Anissé Noah est avec nous, bonsoir. Bonsoir Sévérin Legambélé, bonsoir à mes Justin. Je suis honoré d'avoir été associé à cette agape intellectuelle et j'espère que nos différentes contributions sur ce plateau donneront le meilleur et que nous éclairerons la lanterne de ceux qui nous suivent à la maison. Professeur de lycée d'enseignement technique, il enseigne notamment l'électronique si je ne me trompe. Oui. Il est membre de la société civile. Je termine par Emmanuel V. Lemva, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, le plaisir est le mien. Vous m'avez fait cet honneur de participer à votre prestigieuse émission que je suis avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Chaque dimanche soir, je suis à vous pour éclairer les auditeurs, les téléspectateurs qui vont nous écouter ce soir. Merci beaucoup. Vous êtes le président du Conseil régional du Sud. Merci à tous d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la CRTV. Le décret portant convocation du collège électoral pour l'élection des conseillers exécutifs régionaux a été signé cette semaine par le président de la République. Le scrutin au suffrage universel indirect est prévu le 30 novembre 2025. Les électeurs sont donc les conseillers municipaux, comme vous le savez, les chefs traditionnels. Alors, vous attendiez un peu, Renaud, Olivier, vous attendiez un peu à cette succession de scrutins. On a commencé par la présidentielle. Tout de suite après, c'est l'élection des conseillers régionaux. Non. En fait, le chef de l'État nous a pris tous au dépourvu parce qu'on s'attendait en 2025 à se concentrer sur l'élection présidentielle, en tout cas. Donc, mais le mandat des conseillers régionaux, il arrivait à sa fin aussi cette année. On se disait que, bon, comme l'élection législative et municipale, ces élections sont reportées à l'année prochaine, naturellement, elles viendraient après, enfin, les élections régionales reviendraient après, donc ces deux élections-là. Donc, d'avoir cette convocation du corps électoral, c'est une surprise. Et il me semble que on pourrait voir ça comme également, je veux dire ça comment, c'est-à-dire le pouvoir, en fait, aura un avantage. C'est-à-dire sur les partis peut-être d'opposition qui ne seraient pas attendus à ce que justement le corps électoral soit convoqué pour la régionale. C'est-à-dire que vous avez les exécutifs de 2020.
dans les conseillers municipaux, etc., de 2020, c'est eux qui vont devoir voter en 2025. On se serait attendu à ce qu'on fasse d'abord l'élection législative municipale de 2026 avant d'aller aux élections des conseillers régionaux. Mais là, vous comprenez bien que le parti au pouvoir aura un léger avantage parce qu'il va avec un exécutif qui est déjà avec des électeurs qui sont déjà à Est-ce qu'il y a une disposition légale qui interdit de procéder ainsi? Non. Non, il n'y a pas de disposition. Parce que vous parlez d'avantage, c'est comme si... Non, l'opposition, c'est plein de ce que l'élection présidentielle, d'abord elle-même, s'est tenue avant que l'on puisse avoir l'élection législative et municipale. Et alors, dans le même ordre d'idées, on s'attend à ce que l'opposition également se plaigne de ce que l'élection des conseils régionaux ait lieu avant l'élection législative et municipale. Moi, je pense que ce n'est pas une surprise, hein. Connaissant à peu près les habitudes du chef de l'État, il est resté fidèle à sa logique, qui est celle de rester quelqu'un de légaliste. Donc, il était de bon ton que cette élection régionale se tienne, conformément au calendrier électoral qui était prévu, qui prévoyait justement un ensemble d'élections au Cameroun, notamment celles concernant les régionales. Bien que celle des municipales et des législatives ait été reportée, d'ailleurs la loi le lui permet, moi je pense que c'est une... d'autres vont voir ça comme une sorte d'embuscade, notamment les leaders des partis politiques et une certaine opinion. Moi, je pense que le pouvoir en place est resté dans la logique qu'il faut respecter la loi et que cette élection puisse se tenir. Il est bien vrai, les collèges électoraux qui va, n'est-ce pas, porter les 900 nouveaux conseillers régionaux dans les prochains jours est en majorité constitué du moins c'est favorable au parti au pouvoir, le RDPC, mais c'est de bonne guerre. Je pense que quand on est au pouvoir, on s'emploie à y demeurer, à maintenir ses acquis. Donc c'est la politique et je pense pas, je ne sais pas pourquoi est-ce que certains leaders d'opinion et partis d'opposition doivent pleurnicher là-dessus. Et ils doivent comprendre donc qu'on doit davantage travailler chaque jour pour convaincre l'opinion et pour préserver des acquis ou bien les obtenir à nouveau à travers d'autres consultations électorales. Alors, Anissé, vous vous attendiez un peu comme citoyen? Oui, je crois que c'est un fonctionnement normal. Le président de la République est resté dans ses prérogatives telles que la Constitution le prévoit. C'est le fait qu'on ait renvoyé cette élection-là qui aurait surpris l'opinion publique. Parce que rappelez-vous que lorsqu'on a renvoyé les élections législatives et les élections municipales, une certaine opinion et même un certain parti de l'opposition se sont plaints de ce que ces élections-là se soient renvoyées. Mais sauf que là, on a évoqué un mobile qui était tout à fait soutenant parce que voyez-vous, lorsqu'on a 4 élections au cours d'une année, je crois que c'est une certaine mobilisation financière et des ressources humaines qui est très importante. Donc, je crois qu'on a coutume de dire gouverner, c'est prévoir. Et c'est en ce moment-là qu'il faut peut-être ressortir cette maxime-là. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on a une élection présidentielle ou alors un mandat présidentiel qui est de 7 ans, et que les mandats comme ceux des conseillers régionaux et même ceux des députés et même des maires sont de 5 ans. Vous voyez que si vous faites une petite arithmétique, 7 fois 5, ça fait 35 et 5 fois 7, ça fait également 35. Donc, il était normal qu'en une année, qu'on tombe avec les 4 élections sur la table au même moment. Donc, le président de la République a pris sur lui, comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau, de renvoyer 2 élections et de faire tenir 2 autres parce que l'élection présidentielle, elle est assise comme session unique et l'élection des conseils régionaux, elle demande peu de mobilisation à réunir. Donc, je crois qu'il était normal qu'on réunisse ces 2 élections-là et qu'on les fasse tenir cette année et que les 2 autres soient renvoyées l'année prochaine. Mais sauf que quelqu'un a évoqué le cas de l'opposition tout à l'heure. Et là, ça montre les faiblesses de l'opposition parce que, voyez-vous, lorsque les partis politiques de l'opposition sont engagés à une élection comme la présidentielle et qu'on leur demande de se concentrer à nouveau à une élection qui se tiendra en novembre prochain, étant donné que nous sommes dans un pays où nous avons des partis de l'opposition
essentiellement régionalistes, permettez-moi l'expression. Et donc, on peut avoir la facilité de dire que comme l'élection présidentielle, c'est une élection à circonscription unique, donc on peut aller chercher les suffrages, même si on est implanté dans le centre, on peut aller chercher les suffrages dans le nord, dans l'extrême nord, etc. Sauf qu'une élection locale, une élection dont les circonscriptions sont locales, comme celle-là, si vous n'avez pas les militants dans l'extrême nord, si vous n'avez pas les militants au sud-ouest, etc., ça cause un problème. Donc je crois qu'à ce moment-là, les partis politiques auront du pain sur la planche pour s'en sortir à cette élection-là. Monsieur le Président, moi, j'imagine que vous n'étiez pas surpris. Vous vous attendiez un peu à ce que le collège électoral soit convoqué comme il a été par le Président de la République et que vous êtes fin prêt pour le 30 novembre. Écoutez, je pense que cette élection était certaine. Nos mandats doivent s'achever au mois de décembre. Ils devaient s'achever au mois de décembre. Le convoquer un mois avant, nous sommes prêts. Je pense que tout conseiller savait que son mandat vient à expiration. Et moi, par exemple, ça ne me pose pas de problème. Le journal L'Œil du Sahel rappelle que le conseil régional est un organe délibérant dans chacune des 10 régions. Son fonctionnement et sa compétence sont définis par la loi de décembre 2019. Il joue sur un mécanisme bicaméral qui conjugue démocratie représentative et légitimité coutumière dans une logique de cohésion sociale. Que gardons-nous des premiers conseils régionaux, c'est de 2020, au vu des compétences définies par la loi? Quand je parle de compétences ici, je vois notamment le développement économique, l'aménagement du territoire, la santé, l'éducation, l'agriculture, l'environnement. Qu'est-ce qu'on retient de ces conseils? Est-ce qu'on a vu ces gens à l'œuvre? Bon, il faut dire que comme ils sont nouvellement entrés dans le champ de la gouvernance locale, on ne peut pas déjà leur jeter la pierre tout de suite parce que ce sont des institutions qui se mettent progressivement en place selon la Constitution de 1996. Maintenant, je pense qu'on va mieux observer leur déploiement à partir du nouveau mandat de 5 ans qui va aller de 2025 Donc, à pour vous, 2030. il faut conduire les équipes actuelles, leur donner du temps pour voir effectivement ce qu'elles veulent faire. Moi, je pense qu'elles n'ont encore rien prouvé puisque le processus de décentralisation prend corps. Et puis, le transfert des compétences et des ressources financières qui viennent du pouvoir central se fait aussi de manière progressive. Donc, je pense qu'on ne peut pas tout de suite être très sévère dans l'analyse ou dans l'appréciation. Je pense qu'on doit encore observer davantage parce que vous avez évoqué les aspects économiques, les aspects de l'éducation, de la santé. Ce sont des domaines assez vastes qui demandent un certain temps pour implémenter des projets qui concernent le développement local. Donc je pense qu'à partir de l'échéance du mandat de 2025 à 2030, on aura mieux l'occasion d'observer et d'apprécier les conseils régionaux qui seront élus dans les prochains jours. Non, c'est vrai, on ne peut pas être très dur avec ces différents conseils régionaux. Vous me surprenez aujourd'hui, Renaud? Non, on ne peut pas être dur parce que pour la plupart, ils ont été installés en 2021-2022. Ça fait à peine 3 ans pour la plupart. Il faut leur donner le temps de s'adapter, de s'arrimer, de comprendre les processus, de les implémenter. Il faut donner le temps du transfert de compétences, de transfert des ressources financières, etc. Donc, ce serait un peu difficile de pouvoir avoir des résultats probants dès maintenant, même s'il y a des conseils régionaux qui ont fait un travail appréciable sur le terrain. Il y a le conseil régional du centre, il y a celui du sud, dont le président et de l'ouest aussi. Et de l'ouest, qui ont fait un travail plutôt appréciable. Maintenant, nous, le problème reste entier. C'est quel est le collège électoral qui va amener ces conseils régionaux en 2025. Ce sera le même collège électoral qu'à la dernière élection. C'est là où le bas blesse. En ce qui concerne le transfert de ressources, ça se fait progressivement. Peut-être à pas de sénateurs, mais on va à notre rythme. On n'a pas besoin d'aller dans la précipitation. C'est une affirmation de ce que l'État souhaiterait que l'on devienne un véritable État décentralisé. Et la décentralisation prend son temps d'adaptation, etc. Moi, j'ai travaillé dans le Mongo, par exemple, où vous allez voir que lorsque vous avez assisté à des conseils municipaux, le Minepat était obligé de partir de Yaoundé
pour aller dire au conseil municipal d'Almungo, mais nous sommes déjà au mois de juin, vous n'avez consommé que 23% de votre budget. Il faut de vos ressources, il faut consommer le budget pour que les populations puissent avoir des projets réalisés. Vous voyez, donc la décentralisation prend le temps qu'elle prend, mais on est en train d'avancer lentement, mais sûrement. 5 ans après, Monsieur le Président, est-ce que vous vous êtes senti libre de faire ce que vous vouliez faire, de conduire le plan de travail que vous aviez sous les yeux, que vous êtes donné d'ailleurs? Est-ce qu'il y a eu des écueils? Est-ce que vous avez fait le travail que vous vouliez faire? Bien, moi je suis un homme politique et le milieu politique n'est pas toujours facile. Et au bout de 5 ans, je voudrais dire ma satisfaction pour ce qui a été fait. Je ne vais pas parler de manière particulière pour la région du Sud, encore que je peux le faire. Mais vous m'avez invité ici pour parler des conseils régionaux. Encore que je ne suis pas très... Mais vous venez de quelque part quand même, ça ne vous empêche pas de parler de ce que vous avez fait. Je pourrais en parler si vous en avez convenance. Et cette appellation de conseils régionaux me semble pas très exacte. Nous sommes la région. La région, c'est collectivité locale décentralisée. C'est ce que dit la loi. Le conseil régional est un organe délibérant. La loi veut que j'en sois aussi le président. Au niveau central, il y a des assemblées, il y a un exécutif. Au niveau régional, il y a le conseil régional qui est l'organe délibérant, il y a l'exécutif, et c'est le président qui est l'exécutif. Seul, lui, est exécutif. Les deux font la région. Bon, aujourd'hui, on parle davantage du conseil régional et on est réduit à cet organe délibérant, mais soit cela n'est pas le plus important. Je pense que lorsque l'on veut faire une plantation, vous avez une forêt, on commence par défricher, abattre des arbres, préparer le terrain, planter, et ensuite attendre les fruits de la moisson de votre plantation. Cet exemple pourrait également s'appliquer aux régions, collectivités locales décentralisées. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait l'organe délibérant. Et il fallait des sièges. Il fallait les équiper, ces sièges. Il fallait mettre en place les instruments de gouvernance. Faire des organigrammes, faire les textes qui encadrent cette gestion. Mais on a eu l'impression que cela a pris plus de temps, plus de ressources qu'il n'en fallait. C'est une impression, hein, c'est une impression. Je ne pense pas que cela a pris ça m'a donné cette impression. Et, vous savez, vous arrivez, la première chose, il faut tenir vos sessions. Il faut préparer les budgets. Et puis mettre en œuvre ces budgets. Et la décentralisation est comprise comme le transfert des compétences du gouvernement central aux régions. Il faut attendre que ces transferts soient effectifs. Nous avons 19 ministères qui devaient transférer leurs compétences. À ce jour, nous n'en avons que 4 qui ont transféré leurs compétences. Et lorsqu'on parle de transfert de compétences, on doit vous parler de transfert des moyens, concomitamment, des moyens humains, financiers et matériels. Je dis bien concomitamment. Et puis même sur le plan administratif, juridique, ces transferts nécessitent des textes d'application. La loi prévoit le transfert de compétences qui doivent être suivis par les décrets d'application et ces décrets suivis de cahiers de charges. Vous voyez que c'est un processus et les premiers moyens, des premiers transferts de compétences ont commencé à être mis à disposition en 2024. Et nous avons été mis en place en 2021.
Vous voyez, le chemin, il fallait donc commencer par le commencement. Nous, au niveau de la région du Sud, pour coller à la réalité, c'est une gouvernance participative. Il a fallu faire ce que nous avons appelé le forum, le Sud Forum à Kribi, où on a invité toutes les forces vives de notre région à réfléchir, à libérer des propositions qui devaient nous permettre de mettre un plan d'action qu'on appelle le plan régional de développement, qui doit coller à la vision du chef de l'État, la SND 30. Il fallait commencer par le commencement, définir la vision. Ceci a été fait avec la contribution de toute l'élite du Sud. Vraiment, c'était une participation de tout le monde, des ministres, les députés, les chefs traditionnels, les responsables des églises, etc., etc. Ceci a été fait. Ensuite, nous avons élaboré un plan régional de développement et ça prend du temps. Une année pour mettre en place ce plan régional de développement, ça a été fait, nommer des responsables, une administration. Il fallait le faire. Et nous l'avons fait, il fallait tenir les sessions, préparer les budgets, les voter, etc., etc. Mais ceci a été fait. Mais Renaud se plaignait tout à l'heure, il estimait que le parti au pouvoir, dont le président national et également le chef de l'État, il a lancé ces élections des régions, au mois de novembre, ce qui est avantage, selon lui, le parti au pouvoir au détriment de l'opposition. Mais quand on écoute ce récit, Renaud, on a le sentiment que pour le deuxième mandat, il faudra encore attendre 10 ans. La population a besoin de voir des réalisations, de voir la région fonctionner de manière concrète, matérielle. Est-ce qu'on n'est pas parti pour de longs moments d'attente? Non, moi je crois que... Puisque vous parlez d'état de grâce. Passer le temps de la mise en place, tel que le président du Conseil régional du Sud vient de nous expliquer, il faudrait maintenant que l'on passe à l'action. Donc le mandat attendu, le prochain mandat de ces conseillers régionaux, de ces régions, on attendra de ce mandat-là des actions concrètes de terrain. C'est-à-dire quoi, par exemple? C'est-à-dire que dans le processus de décentralisation, que les populations puissent avoir sur le plan culturel un certain développement, sur le plan socio-économique des actions de terrain menées, que les administrations qui ont transféré effectivement les ressources, que les conseillers régionaux puissent utiliser ces ressources à bon escient pour qu'on puisse avoir un développement local digne de ce nom. C'est-à-dire que par région, il y a des spécificités. La région du Sud, par exemple... La région, si nous regardons la Constitution de 1996, est quand même prévue depuis cette période-là. Si on est à 2025 à donner du temps aux élus pour implémenter les plans de développement régional, attendre un mandat, un deuxième, pour le faire, ça me semble un peu pas facile à comprendre. Anissé? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que monsieur le Président l'a bien expliqué tout à l'heure, c'est vrai, mais je crois que 5 ans, c'est un peu trop. Le citoyen qui est à Ngormapoubi, qui est à Sancho, ou bien qui est à Tchadivali, ne comprendra pas ces goulots de changement-là, ne comprendra que l'État central n'a pas pu transférer les ressources. Lui, il attend de voir l'eau couler dans son robinet, il attend que les services sportifs se mettent sur pied, il attend même que les établissements soient construits parce que, rappelons-nous que ce sont les conseils régionaux qui sont appelés à partir de ce moment, à partir du moment où ils sont mis sur pied, de s'occuper de la construction des infrastructures au niveau secondaire. Et rappelons-nous qu'il y a de cela pratiquement 2 ans, les écoles normales n'intègrent plus. Donc, il y a les auditeurs libres qui sont formés et qui n'attendent qu'être embauchés et être au service du Cameroun. Et je vais chuter en disant à M. le Président que c'est l'État central qui a voulu que le flou soit entretenu parce qu'on parle de régions au niveau des collectivités territoriales décentralisées, mais on parle aussi de régions sur le plan administratif. On aurait voulu que, par exemple, je n'ai rien avec les gouverneurs, que les postes de gouverneurs soient suspendus et que, une fois les conseils régionaux mis sur pied,
que la région soit effectivement consacrée aux conseils régionaux et qu'on ne parle plus de région en termes d'administration. Donc, c'est l'État qui a voulu que ce flou-là soit entretenu dans l'imagination populaire. Maintenant, on va passer à la deuxième mandature de ces conseils régionaux-là. Le vœu des populations, c'est que effectivement la décentralisation se mette sur pied afin que tout ce qui doit être transféré soit transféré. Parce que même lorsque vous échangez avec les maires en place, ils vous disent qu'eux-mêmes, ils souffrent le même article, c'est-à-dire ce qui doit être transféré par l'État central n'est pas effectivement transférés, et c'est-à-dire les paquets minimums sont souvent transférés à tête chercheuse, et ça fait qu'il y a souvent certains boulots d'étranglement qui font en sorte que ces collectivités-là ne fonctionnent pas de manière optimale. 10 ans, ça semble un peu long, Monsieur le Président. Qu'on Tout à l'heure, permette la mise en place des régions et que le travail soit effectivement fait. tout à l'heure, dans ma première prise de parole, j'ai commencé à énumérer ce qui a été fait dans la mise en place des instruments de gouvernance. Et nous n'avons pas fait que cela. Nous avons fait beaucoup de choses, il me semble. Nous avons défini des priorités. Nous pensons que le problème des routes est un problème prioritaire. Exactement. Nous avons investi près de 2 milliards pour l'achat des équipements, de matériel d'entretien routier. Et à ce jour, nous avons entretenu près de 500 kilomètres de routes avec nos engins. Nous ne nous sommes pas attardés à cela. Nous avons vu aussi comme axe prioritaire les conditions de vie des populations. Et nous avons pensé que ces populations qui sont davantage des populations de campagne qui cultivent, nous nous sommes attaqués au problème de la commercialisation du cacao, qui est l'une des plus importantes sources de financement des activités des populations. Et nous avons mené une lutte avec le ministère du Commerce, accompagné par le ministère du Commerce et les responsables locaux, au phénomène de coxeur. Et tout cela, avec la conjoncture internationale, a abouti à ce que le kilogramme de cacao, qui se vendait à 600 francs, aujourd'hui est vendu à 5000 francs. Et vous imaginez qu'un paysan qui a 1 hectare de cacao qui produit 1 tonne, c'est 1000 kilos. 1000 kilos multipliés par 5000, c'est 5 millions de francs. Et quand on divise 5 millions de francs par 12, c'est un salaire de 400 000. Ceci a été fait. Nous avons regardé du côté des problèmes d'adduction d'eau. Nous avons réalisé plus d'une centaine de puits dans des villages. Nous avons apporté des appuis aux producteurs agro-pastoraux pour l'équivalent de 600 millions de francs, des appuis, etc. Nous avons essayé d'encadrer dans le domaine scolaire, au niveau de l'enseignement secondaire, parce que nos compétences s'exercent dans l'enseignement secondaire, non du primaire, d'université. Nous avons conçu des salles de classe, des maisons d'astreinte. On pourrait multiplier tout cela. Nous avons soutenu le mouvement sportif. Vous ne comprendrez pas qu'un ancien sportif ne soutienne pas. Nous l'avons fait. Nous avons fait beaucoup de choses que je ne pourrais pas énumérer. Monsieur le Président, nous n'avons pas fait que la mise en place des instruments de gouvernance. Nous avons, avec les moyens limités, oui, peut-être qu'au-dessus de... Nous avions 3 milliards de francs de dotation, dont 2 milliards d'investissement, 1 milliard de fonctionnement. C'est tout à fait insignifiant par rapport aux besoins. Mais nous avons fait avec cela un certain nombre de choses. Pendant cette première mandature, peut-être qu'au Sud, le problème ne s'est pas posé, mais la presse a eu le temps de le relever chaque fois. Et Anissa en parlait tout à l'heure, les rapports entre le président du conseil régional que vous êtes et le gouverneur de région. Est-ce qu'on est vraiment notre esprit est dans la décentralisation, c'est-à-dire qu'une collectivité comme celle-là puisse être autonome et gérer la région avec l'existence de ces 2 têtes administratives. Est-ce qu'on le ressent, Olivier?
Est-ce que ce n'est pas un slogan jusque-là? La question m'est posée ou... Oui, allez-y, chacun peut prendre la parole s'il veut. Hein. Je sais pas. Allez-y, monsieur le Président, je vous en prie. Puisque c'est nous qui vivons la voilà, vous êtes mieux placé. Au quotidien, c'est autant de questions qu'il faut se poser, mais la loi est assez claire. La loi prévoit que nous avons une autonomie administrative et de gestion. C'est ce que dit la loi. Et il y a un représentant de l'État, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, la région du Sud se décline en 2 entités. La région collectivité locale décentralisée dont je suis le président et la région circonscription administrative, c'est le gouverneur. Et la loi prévoit que le gouverneur exerce, c'est le représentant de l'État dans la région collectivité locale décentralisée. Il exerce un pouvoir de contrôle de légalité. C'est-à-dire que si nous prenons des actes qui ne sont pas conformes à la loi, il nous rappelle que nous dérivons un peu. Mais il n'existe pas un pouvoir de contrôle d'opportunité. Là, c'est la loi. Maintenant, dans la pratique, ce que vous viviez, ce que nous entendions, ce qui s'est dit, est-ce que c'est toujours les mêmes rapports? Est-ce que c'est toujours les mêmes choses qui se passent? Bon, c'est ce que dit la loi, il était bon de le rappeler. Bon, maintenant, dans l'exercice de cela, ça dépend des hommes en place, ça dépend de la compréhension des choses. Mais ceci aussi, on a prévu un législateur, celui qui veille au-delà de tout cela, c'est la chambre administrative. Lorsqu'il y a des incompréhensions, on saisit la chambre administrative qui dit la loi, qui a raison, qui a tort. Lorsque nous avons des incompréhensions, je dis encore, comme vous, je partage que c'est ça qui est prévu, mais dans la réalité, c'est une question d'homme, c'est une question de relation, ce n'est pas toujours évident, mais nous inscrivons cela dans la progressivité. Je crois qu'on finira les uns et les autres à bien comprendre les limites de nos pouvoirs, mais il faut vivre en bonne intelligence avec tout cela qui contribue à la décentralisation, les acteurs de la décentralisation. Je ne voudrais pas rester davantage focalisé sur ce qui nous divise, mais ce qui nous unit. Ce qui nous permet de progresser, c'est ça qui est le plus important. La décentralisation, un slogan institutionnel? Non, c'est vrai, les gars, cela ne saurait être le cas, puisque si c'était le cas... Si vous vous mettez dans la peau d'un président de région, peut-être que le président ne nous dit pas tout, hein. Non, le président a été suffisamment assez ouvert sur certains aspects où on s'attendait à ce qu'il ne puisse pas, qu'il soit réservé. Nous le remercions d'ailleurs même pour ces éléments qu'il nous a apportés. Moi, je ne pense pas que la décentralisation est un slogan, non, loin de là. Parce que... non, mais quand il dit qu'ils attendaient combien de transferts de compétences? Une dizaine? 19. Et qu'il y en a 4. Oui, il y en a 4. Ce sont des réalités. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Vous savez, ce sont des mécanismes nouveaux qui se mettent en place. Et ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que c'est comme un moteur qui démarre et qui est en train de... Depuis 1996 ? Oui, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais déjà que on doit se féliciter du fait que cela soit déjà effectif. Et c'est là où on peut au moins, on peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer, mais on peut reconnaître au président de la République le fait d'avoir permis que ce processus puisse se mettre en place avec les institutions qui vont avec. Donc je pense que on peut bien évidemment reprocher le rythme assez lent, mais il est progressif. On doit, ce n'est pas une contrainte, accorder un état de grâce dans l'ensemble de ce processus qui est en train d'aller progressivement. Mais donc, le reproche qui est fait par toutes les collectivités territoriales décentralisées, c'est que l'État donne d'une main et reprend de l'autre. Ces entités ne sont pas autonomes. Elles n'ont pas la possibilité de s'épanouir comme elles auraient souhaité. Et c'est ça qui est gênant pour les populations que nous sommes, pour les citoyens que nous sommes, parce que nous attendions du président qui n'a pas de moyens de faire une route, je ne sais pas, de faire un point d'eau quelque part, alors qu'en effet, il n'a pas ces moyens-là. C'est lui qui a de l'argent, il ne le lâche pas. Mais c'est un procès qui va durer longtemps, c'est un procès d'intention. Moi, je pense un procès d'intention. Oui, qu'on doit s'éviter de glisser dans ces petites considérations d'arrière-garde. Si l'État central ne voulait pas lâcher, on ne serait même pas rendu à ce stade ici, moi je pense.
Je crois qu'il faut garder espoir. Oui, mais que quand ce le processus sera plus avancé, plus avancé, il faudra que les postes de gouverneurs disparaissent. Là, vraiment, il y aura toujours cette dichotomie-là entre le gouverneur et le président de région. Les postes de gouverneur devront disparaître. La préfectorale peut très bien assumer ce rôle-là sans que ça ne pose de problème. Ce n'est pas depuis 2004, c'est depuis 1996 qu'on y est, depuis la Constitution du 10 janvier 1996. Effectivement. Et donc, du coup, certes, on a implémenté en 2020, mis en place en 2021, 2022, mais les attentes des populations sont nombreuses. Donc, monsieur le président de région, quand vous nous dites que vous avez quand même construit des puits, en 2025, les populations entendent mieux. Ils veulent avoir de l'eau qui coule à la maison. Vous voyez que les attentes des populations sont encore plus grandes. Et les conseils régionaux aujourd'hui doivent le comprendre. Ils doivent comprendre que les populations ont besoin d'un mieux-être. Mais sans moyens. Justement, l'État central doit donc franchir ce cap-là. C'est-à-dire, on doit partir des 3 milliards à 30. On doit avancer, on doit aller vers une vitesse de croisière un peu plus intéressante. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le rythme est lent. On comprend toute la difficulté que les présidents de région peuvent avoir avec des moyens extrêmement limités. Mais il me semble aussi que l'État central est également prudent. On ne va pas du jour au lendemain donner beaucoup d'argent à les gens pour qu'ils deviennent fous. Je ne sais pas si on se comprend. On commence progressivement et puis il me semble qu'à partir de la deuxième mandature, les transferts de l'argent de l'État seront plus massifs, sont plus importants pour que justement les populations qui sont les destinataires puissent être les bénéficiaires de ces mannes financières-là. Justement, l'État central est prudent. Parfois, il indique que les collectivités territoriales décentralisées n'ont pas les ressources humaines, les ressources matérielles pour gérer ce flux de choses qui peuvent arriver à leur niveau. Mais maintenant, pendant la première mandature, est-ce qu'on a eu l'impression, pas seulement au sud, est-ce qu'on a eu l'impression que les conseils régionaux se sont équipés? Parce que quand vous parlez d'équipement, vous avez des instruments de gouvernance. Est-ce que vous avez des ressources maintenant? Si les 19 ministères vous transfèrent les crédits, est-ce que vous avez la matière pour gérer tout cela? C'est ça. Bon, c'est un débat. C'est un débat sur la jeunesse de ces institutions. Peut-être les institutions sont jeunes, mais les personnes qui sont choisies pour gérer ces institutions ne sont pas jeunes. Mon secrétaire général est un administrateur civil principal. Mon DAG est un administrateur civil principal. Le contrôleur financier est un administrateur civil. Le receveur est un inspecteur principal des régies financières. Je pourrais évoquer cela. Les membres de mon bureau, ce sont des anciens hauts fonctionnaires. Et lorsqu'on regarde même la constitution de notre conseil, organe délibérant, il y a des anciens ministres de la République, anciens MINAT, anciens secrétaires général du MINAT, anciens directeurs des collectivités locales, des professeurs agrégés d'université, etc., etc. Donc, on serait parlé d'un problème de ressources. Vous en avez suffisamment. Nous avons, je pense que lorsque j'énumère tout cela, des gens qui ont le background universitaire, même professionnel, d'exercer, il faut aller au-delà de cela, parce que les ressources humaines, tout cela est prévu dans la loi. Il y a les services déconcentrés, ce sont les délégations régionales dans les différents secteurs d'activité, dans les différents ministères, qui doivent jouer le rôle de conseil. D'experts même dans ce domaine. De conseil, et on doit travailler en étroite collaboration. Nous devons étoffer, parce que nous ne sommes pas représentés dans les différents départements. Il y a encore, en termes de ressources humaines, beaucoup de choses à faire pour la mise en place et le suivi de nos actions sur le terrain. C'est toujours le débat, le problème de la progressivité. Donc, qui définit cette progressivité? C'est le législateur. Et nous faisons confiance à nos sénateurs, parce que vous devez le savoir, nous élisons les sénateurs qui, au sein du Parlement, doivent porter nos préoccupations.
Et nous ne faisons qu'exécuter ce qui est mis à notre disposition. Nous essayons de le faire comme nous pouvons le faire. Ce n'est pas toujours évident, mais on avance. Les choses ont été faites dans le domaine des réalisations avec peu de moyens. Et je pourrais chuter sur ce côté que en 2024, je crois qu'on a voté la loi sur la fiscalité locale. Et si cette loi est appliquée pour le prochain exercice, nous ne serons plus à 3 milliards de dotation qui nous est donnée, mais à 20 milliards. Voilà. Si toutes ces ressources sont mobilisées. Mais vous le savez peut-être autant que moi, il y a l'éternel problème de l'unicité des caisses qui hypothèquent souvent un certain nombre de choses. Mais tout cela, je pense que le législateur est conscient de cela. Et là, je suis d'accord avec Monsieur le Président qui disait tout à l'heure que le problème d'unicité des caisses, parce que aujourd'hui, on tend vers la dématérialisation des procédures et il est incongru qu'on parle encore d'unicité des caisses, c'est-à-dire que tout soit stocké à Yaoundé et que lorsqu'on a un exécutif qui soit, et c'est pas moi, dans l'extrême nord, qu'on attende le signal de Yaoundé pour avoir les fonds et pour se mettre à implémenter les projets qui sont à notre disposition. Donc, je crois que c'est là le véritable problème. Il faut que certaines procédures soient dématérialisées pour permettre à ces exécutifs de mieux travailler. Anissé, moi je pense que le président l'a dit tout à l'heure, certes ils ont des compétences, des administrations civiles, etc. Mais toutes ces compétences-là sont dans le domaine de la décentralisation et dans les missions des conseils régionaux, ils sont à l'école. C'est quelque chose de tout à fait nouveau pour eux. Oui. La preuve, les 4 départements ministériels qui ont déjà transféré, il y en a qui se plaignent de ce que lorsqu'ils ont transféré des crédits pour des infrastructures, ça traîne. C'est-à-dire que certains départements ministériels ont envoyé des crédits pour des infrastructures et ont été obligés de redescendre eux-mêmes sur le terrain pour se rassurer de ce que effectivement c'est fait. Sans vous couper, et même parfois certains de ces crédits-là ne sont même pas consommés, c'est-à-dire l'argent est disponible, mais les projets ne sont pas maturés pour permettre à ce que ces projets-là soient implémentés. Je vous ai parlé le cas du Mungo où un maire avait carrément avoué il y a quelques années que bon voilà, devant le Minepat, il disait voilà, il me faut du temps pour comprendre le processus. Vous voyez que l'État central également doit être prudent. Nous, les populations, on a l'impression que en allant vite en besogne, on peut déplacer le problème de Yaoundé pour le renvoyer dans les régions. C'est-à-dire que l'unicité des caisses, si on a plusieurs caisses et tout, on va déplacer le problème qu'on avait déjà à l'État central dans l'État régional. Donc il faut aller prudemment vers le transfert et c'est ce que l'État fait tout simplement. C'est-à-dire l'État est prudent. Parce que l'objectif, c'est que les populations qui sont les bénéficiaires des actions de l'État puissent avoir des projets qui leur permettent de mieux vivre. Au début de cette mandature qui s'achève, il s'était posé un problème, les rapports entre la région et la commune. Est-ce que ces rapports, tout s'est dissipé pendant les 5 premières années, tout s'est bien passé, chacun est resté dans son couloir, il n'y a pas eu d'incident. Est-ce que vous avez eu le sentiment que les choses n'allaient pas très bien dans ce sens? Personnellement, non. Je pense que c'est même l'atmosphère qui règne entre les deux entités nous renvoie plutôt une relative accalmie. Il n'y a pas... relative accalmie. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur le Président du Conseil régional l'a dit tout à l'heure, les rapports humains ont toujours cette tendance à avoir parfois des positions divergentes. Ça arrive. Bon, maintenant, après, on converge toujours vers le même objectif. Donc, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, et tout le monde l'a dit d'ailleurs sur ce plateau, ce sont des éléments nouveaux qui se mettent en place dans le cadre suivant la Constitution de 1996. Donc, progressivement, les gens sont à l'école, comme a dit tout à l'heure Renaud. C'est un processus où tout le monde est appelé à se réinventer, à s'approprier même de ce nouveau mécanisme qui est mis en place pour la gouvernance locale et pour amener davantage les populations à participer à la gestion des affaires publiques. Donc je crois que
chacun va, au fil des mandatures prochaines, savoir quelles sont ses prérogatives et ce qu'il faut faire. Moi, je n'ai pas eu ce genre de problème dans mon territoire du Sud. Je ne vois même pas comment on pourrait l'avoir, parce que la loi a tout prévu. Il y a des compétences régionales, des compétences au niveau des arrondissements. Nous sommes des hommes au-delà de la loi. Oui, nous sommes des hommes. Je voudrais quand même vous rappeler que la collectivité locale, la région, n'a pas de territoire. Hein, tout ce que nous le faisons sur un territoire, qui est le territoire de la mairie, de la commune. Il y a des routes communales qui doivent être entretenues par les maires. Il y a les routes régionales et départementales qui doivent être entretenues par la région. Il y a les routes nationales. Donc, lorsqu'un problème se pose, on commence à regarder qui est responsable. Bon, il y a également ce qu'on appelle la loi, l'a prévu, l'intercommunalité. Il est possible que nous puissions faire ensemble, réaliser ensemble un projet. Je prends un exemple, Monsieur le Président. Au Sud, par exemple, quand vous décidez d'entretenir une piste à boulevard rural, comment vous le choisissez au lieu d'aller à Bengbis, par exemple? Est-ce que ça ne crée pas... on ne se pose pas des questions, pourquoi telle commune est choisie par rapport à telle autre? Est-ce que c'est la loi qui l'a définie aussi? Ce n'est pas le choix de l'organe délibérant, simplement? Non, nous choisissons nous-mêmes. Nous choisissons nous-mêmes nos priorités. Et si vous parlez de la route, nous avons reçu, et c'est le cas de le dire ici, le ministère des Travaux publics a commencé depuis l'année dernière à transférer des moyens. Par exemple, on vous dit, vous avez 400 millions de francs pour l'entretien routier. Mais maintenant, le conseil régional, l'organe délibérant s'est réuni et pour approuver des propositions formulées par l'exécutif. On repartit et puis nous avons créé dans la région du Sud ce qu'on appelle des référents territoriaux qui nous ramènent, c'est des conseillers régionaux qui sont en contact, notre interface avec les populations, qui nous ramènent un certain nombre d'informations parce que nous devons aller à la rencontre des préoccupations des populations. Et on intègre ces attentes dans nos politiques publiques. Cette année, sur les 400 millions de francs que nous avons eus, nous avons divisé en 4 lots, 100 millions par arrondissement, et c'est nous-mêmes qui choisissons, en fonction de ce que nous rapportent les référents, quelles routes nous allons privilégier. Donc tout cela se fait sur la base d'une participation, en restant à l'écoute des populations. Bon, maintenant, encore une fois, là, nous allons faire la route, c'est la route d'un arrondissement, d'une commune. Elle restera là-bas, même si on retiendra que c'est la région qui l'a... Je n'ai pas encore... Mais il pourrait y avoir des zones de conflit, on les évite, parce que la loi vous dit aussi qu'il n'y a pas une collectivité locale qui est au-dessus de l'autre. Chaque collectivité locale a son cadre de fonctionnement, ses compétences, etc. etc. Nous sommes des humains, il peut arriver que nous ne soyons pas toujours... Mais moi, il m'arrive de consulter le maire qui me dit que, bon, écoute, nous mettons dans notre budget une dotation de temps. Quels sont les villages qui mériteraient d'être privilégiés? Nous le faisons, les choses se passent relativement bien. Renaud a un peu anticipé, mais je vais citer le journal Émergence, qui écrit, parlant de l'élection des conseillers régionaux. Paul Biya exclut l'opposition en convoquant les régionales pour le 30 novembre 2025. Le président de la République verrouille la gestion des régions au profit du RDPC. Là, maintenant, nous parlons du scrutin du 30 novembre. 9 régions sur 10 appartiennent au RDPC. La faute à qui? À l'opposition elle-même. L'opposition elle-même. On ne pourrait pas dire que c'est la faute de l'opposition, parce que l'opposition essaye de faire ce qu'elle peut. Vous savez que le RDPC, c'est un géant aussi, hein? C'est une grosse machine. Alors, on a en face une opposition qui essaye de se frayer un chemin, c'est pas toujours facile.
Surtout que le RDPC justement bénéficie de certains cadeaux, comme cette élection 2025 qui arrive. C'est un cadeau pour le RDPC encore. Donc, ce sera très difficile pour l'opposition. Si l'élection avait eu lieu après les législatives et les municipales, où la population essaie un peu de grogner là, et il y a un vote sanction peut-être qui se prépare, là on se serait attendu à ce que l'opposition ait son mot à dire. Mais en ce qui concerne l'opposition, l'élection de 2025 des conseillers régionaux, le RDPC part très, très largement favori. Et ce n'est pas au goût de l'opposition du tout. Non, je crois que je fais bien les propos de Renaud parce que, rappelons-le, le RDPC, c'est un mastodonte. Donc, lors de la mandature qui est en train de s'achever, je crois que le RDPC avait 570 conseillers régionaux. Au-delà des conseillers régionaux qui sont issus c'est-à-dire des chefferies traditionnelles. Et je crois que c'est vrai que si cette élection se serait tenue en 2026, après que les élections législatives et municipales se soient tenues, on aurait eu une nouvelle configuration parce que, voyez-vous, il y a certains leaders de l'opposition qui arrivent sur le champ politique et même qui participeront à la présidentielle et qui auront leur mot à dire certainement en 2026 avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies et même les législatives. Donc, si cette élection se serait tenue à cette période-là, on aurait eu une nouvelle configuration, mais qui ne va pas très différer de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que le RDPC ait une majorité absolue sur ces conseils régionaux-là. Mais chacun, comme je l'ai dit tantôt, chacun peut prêcher pour sa chapelle politique. L'opposition voit que c'est une manœuvre du RDPC et du parti au pouvoir de l'écarter de cette élection-là. Mais je crois que le RDPC et même le président de la République sont restés dans le président de la République est resté dans ses prérogatives en maintenant cette élection-là. Donc je crois que c'est de bonne guerre. Non, il faut dire que l'opposition est toujours dans son rôle habituel, c'est-à-dire toujours agiter le chiffon rouge. Je pense que le calendrier électoral prévoyait, je l'ai dit précédemment sur cette antenne, à l'entame de l'émission, le calendrier électoral prévoyait une série de 4 élections. 2 ont été repoussées selon les prérogatives que, du moins d'après les dispositions que le président de la République détient à travers la loi. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit s'attarder sur l'opportunité et parler d'une stratégie d'embuscade, parce que lorsqu'on suit un peu tout ce qui se dit de part et d'autre concernant la convocation du corps électoral des élections des conseils, on n'en est pas loin. Donc, non, on est resté dans le cadre normatif, c'est-à-dire que ce qui devait se faire, c'est fait. Et puis, quelqu'un a évoqué sur ce plateau le coût financier qui pouvait peser sur le trésor public si on maintenait toutes ces élections en cette année. Donc je pense que déjà que nous devons nous sentir heureux de savoir qu'au Cameroun, le trésor public supporte depuis des années les élections qui sont organisées au Cameroun. Ailleurs, ce n'est pas le cas, ce sont les bailleurs de fonds internationaux qui interviennent dans l'organisation des élections, ce qui est déjà ce qui diminue un peu ce qu'on appelle la souveraineté d'un pays, que d'autres puissances étrangères viennent intervenir dans l'organisation du processus électoral dans votre pays. Donc ici au Cameroun, nous devons être fiers que le Trésor public jusqu'à présent assume son rôle dans ce sens et que si 2 échéances électorales ont été décalées, et d'ailleurs rien ne l'interdit, je crois que chacun doit pouvoir, à travers l'année prochaine, mieux se redéployer sur le champ politique au lieu de passer le temps à se perdre dans des débats oisifs et d'arrière-garde. Non, mais si oui, le trésor public a pu si on reste sur la loi, oui, la loi, c'est la loi, il faut l'appliquer. Il m'est arrivé de suivre les acteurs politiques devant le Conseil constitutionnel. Il y en a qui parlent beaucoup d'étendre l'atmosphère politique, permettre une meilleure expression. Et que les conseils régionaux qui vont arriver aient quand même une coloration différente de ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ce serait une mauvaise chose? Bon, c'est vrai, c'est la loi. Le président de la République a fait ce qu'il devait faire en fonction de la loi. Mais dans l'optique d'une démocratie, ce qu'on appelle, on parlait de démocratie apaisée par le passé, d'une démocratie apaisée, est-ce qu'on n'aurait pas pensé à envoyer ça après 2025, Monsieur le Président? Bon, tout est à votre avantage, hein, moi je comprends. Je vous ai dit à l'introduction que j'écoute souvent avec beaucoup d'intérêt scène de presse
et les débats des consultants, c'est quoi que c'est le terme, qui sont de grands intellectuels, des doctes de la chose politique et même du droit. Vous savez, dans tout cela, il y en a qui parlent de la politique, mais qui ne font pas la politique. Moi, je fais la politique. Il y en a qui sont payés pour parler de politique. Je crois que vous êtes bien placé pour en parler. Moi, je suis un acteur, je fais la politique. Quand on fait la politique, on va aux élections. J'ai commencé à militer au comité de base. Je suis passé à la section. J'ai été président à la sous-section. Et j'ai été président de section départementale. Je suis membre titulaire du comité central depuis 29 ans, sans discontinuer. Et je suis dans la coordination régionale du RDPC dans ma région. Je suis un hiérarque du parti Sakodo. Il m'est arrivé de faire 40 km à pied pour prêcher la bonne nouvelle de mon parti, mettre en place des cellules, des comités de base, faire un maillage de ma région pendant que d'autres parlent de politique. Nous sommes sur le terrain, on s'implante. Et je voudrais dire à ce sujet que quelqu'un disait tout à l'heure que le RDPC est majoritaire dans 9. Qui dit 9 sur 10 Mais qui dit que si on faisait les élections avant, nous n'aurions pas 10 sur 10 Cela ne nous inquiète pas du tout qu'on le fasse avant, après. Nous sommes toujours prêts. Encore que je constate que certains partis politiques, quand on leur dit allons aux élections, ils disent non. Ils préparent le Et ils sont conscients du fait qu'en disant non, ils n'auront pas d'élus au conseil régional. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. L'argument parfois utilisé, c'est que tout est verrouillé dès le départ. Mais écoutez, verrouillé par qui et par comment? La loi, elle est là. Cette loi est votée au Parlement, on l'applique. Et tout à l'heure, je vous ai écouté, j'avais l'impression d'un plaidoyer qui demande au RDPC de donner quand même quelques voix. C'est ce que j'entends souvent au Conseil constitutionnel, Monsieur le Président. À leurs concurrents pour que nous ayons cette coloration. Non, cet 1 million ne se fait pas de cadeau. On ne fait pas de cadeau. Si le RDPC peut anéantir tous les autres partis, il va y aller légalement. C'est pas nous. Je suis curieux de comprendre comment un parti invité à aller aux élections ne le fait pas. Et si on défend que non, il faudrait quand même tenir compte de leur point de vue. Non, moi je fais la politique, nous sommes dans l'armée, je suis un officier supérieur de mon parti. Lorsque le chef dit allez, on y va, on fait le ménage. Mais Monsieur le Président, le RDPC mène déjà 1-0 avant que l'élection régionale n'ait lieu, parce qu'ils partent avec des conseillers, des grands électeurs acquis déjà à leur cause. On aurait peut-être aimé que ça se passe après et que le RDPC eut les 10 conseillers régionaux se disent que... Interroger les autres partis, pourquoi ils refusent d'aller aux élections. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un élément nouveau dans cette approche de la décentralisation, l'implication des chefs traditionnels. Pour le premier mandat, est-ce qu'on peut dire que vous avez ressenti vraiment l'apport de la chefferie traditionnelle dans la gestion de la région? Est-ce qu'on a senti ces chefs-là? Est-ce qu'ils sont restés dans l'ombre des présidents? Comment ça s'est passé? Quel est le sentiment que vous avez eu? Parce qu'on a beaucoup applaudi le fait que les chefs traditionnels soient intégrés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Monsieur le Président? Peut-être vous avez la parole. Oui, les chefs traditionnels sont intégrés dans notre organe délibérant. Et ils sont nombreux. Et ils ne sont peut-être pas intégrés de la même manière côté anglophone et côté francophone. Mais chez nous, ils participent au débat démocratique à l'intérieur de notre auguste instance. Ils ont toute la considération que leur confère leur statut de gardien de la tradition. Pour ce qui est du Conseil régional du Sud, comme vous l'appelez, nous avons construit 4 cases de chefs dans les 4 départements où les chefs traditionnels désormais vont tenir leurs réunions, vont échanger
nous comptons le faire également au niveau des arrondissements et pourquoi pas plus tard arriver au niveau des chefferies de deuxième degré. Ils font écouter leur point de vue et c'est aussi cela la démocratie. Mais c'est plus compliqué avec les chefs, parce que les chefs, le collège des chefs, ils vont à l'abordage, ils vont aux élections. C'est une campagne parfois difficile et dure. Nous, davantage, c'est comment on appelle ça, l'investiture. Mais les chefs vont aux élections. Et ils font entendre leur voix. Et je pense que c'est bien. Infiniment merci, Monsieur le Président. Je ne partirai pas de ce micro sans saluer la clairvoyance du président de la République. Parce qu'en créant les collectivités locales décentralisées, les régions, moi je prends cet acte comme une véritable révolution. Pour un coup d'accélérateur au développement local, au développement, à la prise en compte des conditions de vie des populations. Tout cela doit s'inscrire dans la progressivité. Nous sommes peut-être impatients d'aller très vite, mais nous devons également être remis à notre place par ceux qui ont la responsabilité d'encadrer tout cela. Donc, pour moi, beaucoup a été fait. Et je pense que les collectivités locales, les régions, lorsqu'elles auront toutes leurs compétences et les moyens qui découlent de ces compétences, transformeront fondamentalement notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et certainement une autre fois. Ce serait avec beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir que je reviendrai. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons la semaine prochaine.